Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le procès de Kafka, chapitre 8, et c'est notre cinquième épisode sur cette série de lecture. Comme d'habitude, je vous invite en rediffusion sur YouTube à checker la barre de lecture de la vidéo ou la description et vous trouverez des timecodes, des chapitrages vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai plus tard dans la lecture et d'aller directement où bon vous semble, où cela vous intéresse. Voili voilou. Aujourd'hui, une quarantaine de pages à lire, il me semble, donc je pense qu'on part bien pour 1 heure et demie de lecture environ. Enfin, 1 heure et demie de live en tout cas. Et puis, comme d'habitude, on commence par une petite introduction. On va un petit peu discuter ensemble. Surtout que là, il y a eu une pause assez inhabituelle dans mes streams. Donc voilà, on va parler. J'ai des petites choses à dire vite fait. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir Dimal. Bonsoir Nakatox. Bonsoir Stylus Fantasticus. Merci d'être là. Merci de nous rejoindre. J'espère que vous allez bien. Dimal qui a pré-shot la question, mais je la pose sincèrement. Ça m'intéresse. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passerez d'ailleurs un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, je vous le souhaite comme d'habitude. Prenez à manger, à boire et à manger, les amis. Prenez à manger, à boire et à manger, j'ai dit quand même. Bref, santé à tous. Et donc, en effet, il y a eu une petite pause dans les lives là pour une semaine, chose que je ne fais généralement pas en pleine lecture. Surtout que là, c'est pas une œuvre particulièrement longue, le procès de Kafka, donc ouais, ça ne ressemble vraiment pas à ma manière de faire habituelle. Tout simplement, je m'excuse les amis, mais il y a eu un cas de force majeure, si je puis dire, puisque bah, il y a eu un événement tragique et triste, et voilà, bref, je vais pas entrer dans les détails, dans ma famille. Qui a fait que bah, cette semaine, de un, j'avais pas forcément le moral, et de deux, j'avais d'autres choses à faire. Donc voilà, je pense être à peu près remis. Enfin bon, je dirais pas jusqu'à dire que je pète le feu et que je vais super bien, mais voilà, je pense pouvoir reprendre les lives sans que ce soit trop pesant et sans que ce soit trop difficile pour moi. Et puis aussi, bah voilà, pour un live, je trouve qu'il faut être particulièrement joyeux, entre guillemets, si on veut communiquer sa passion, si on veut communiquer son énergie, et ainsi de suite, et passer un bon moment tous ensemble. Donc voilà, le but aussi, c'était pas d'alourdir tout ça et de faire peser tout ça sur vous également. Donc, on va essayer d'aller de l'avant, on va essayer de reprendre les lives doucement. Il y a déjà eu un live hier qui était un live un petit peu spécial. Je vous inviterai à le voir en rediffusion sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu venir, mais c'est vrai qu'on a lu les Sims 3 Ambition, c'était une belle lecture, ouais. En tout cas, c'était très marrant. J'aime de plus en plus faire des poissons d'avril. Ça a toujours été un truc qui ressemblait à ma philosophie quelque part. Et ouais, je pense que j'ai encore beaucoup d'idées en tête pour les prochaines années. Donc j'ai hâte presque qu'on soit dans un an. Euh, donc Wally Walou, ce soir, reprise de la lecture du roman Le procès de Kafka. Et dimanche, il y aura donc le live final. Cette fois-ci, ça devrait être la bonne. On l'espère, on croise les doigts. Puisque oui, voilà, ça devait être la semaine passée, mais ça a du coup été annulé ou reporté. Dimanche à 15 heures, live de découverte de l'univers de League of Legends, épisode numéro 100. Épisode qui sera un double impact, puisqu'il sera dédié à non pas un, mais deux champions. Il me semble que c'est Zilean et Jax, si je dis pas de bêtises. Et donc, comme je l'ai déjà dit dans les lives précédents, ça sera très certainement le dernier live de découverte de l'univers de League of Legends pour quelques temps. Je vais faire une pause sur cette série pour un petit peu m'accorder du temps et de l'énergie sur d'autres projets, potentiellement sur d'autres lives d'ailleurs. Donc voilà, peut-être que vous allez voir des nouvelles choses arriver, des nouvelles choses popper. Peut-être pas, parce que peut-être que ça se fera dans l'ombre, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se préparent, qui se goupillent. Et puis, je pense vous avoir fait un bon résumé de tout ce qui se passait pour cette fin de semaine, du coup. Euh, j'ai peut-être en idée de faire un petit live demain aussi, mais je suis pas sûr. L'idée m'est venue vraiment très peu de temps avant le live de ce soir, donc j'ai pas eu le temps d'y réfléchir et de mûrir la question. Mais je vais peut-être faire un tout petit live demain parce que je suis arrivé level 100
sur la saison 1 de Sea of Thieves qui se termine dans moins d'une semaine. Et donc je me suis dit que j'allais peut-être faire un live demain pour un petit peu parler de mon avis sur cette saison 1. Peut-être des conseils ou en tout cas ouais, des petits, des petites remarques sur la manière de monter niveau 100. Et, euh, et puis peut-être, je pensais, une sorte de défilé. Je sais que beaucoup réclament les défilés de Mirani. Malheureusement, Mirani ne sera pas des nôtres, je pense. Mais je vous ferai peut-être un défilé perso, du coup, de tout ce qu'on a pu débloquer comme cosmétique avec cette saison 1 de Sea of Thieves. Et puis du coup, bah, on sera prêt à accueillir la saison 2 qui devrait arriver donc dans moins d'une semaine maintenant. J'ai hâte, j'ai hâte. Et ça promet d'autres lives en compagnie de Walkirax cette fois-ci et ainsi de suite. Bref, voili voilou, donc ça c'est potentiellement possible pour demain, certainement dans l'après-midi si ça se fait. Et enfin, pour terminer la semaine, comme d'habitude, je vais essayer de faire une veillée. J'ai pas encore trouvé de solution pour ce truc-là parce que je vous l'ai déjà dit, mais maintenant il y a les clashs, le mode tournoi sur League of Legends qui a lieu toutes les 2 semaines, donc tous les 2 week-ends. Ce qui fait que ça peut un petit peu empiéter, un petit peu marcher sur les veillées du dimanche. Donc, partez du principe que les veillées du dimanche sont toujours de 21h à minuit minimum, mais que parfois, à cause des clashs, peut-être que je les annulerai. Peut-être que j'arriverai tout simplement en retard par rapport à l'heure de départ de 21h. Mais comme d'habitude, mon Discord reste à disposition. Et si vous voulez vous y rejoindre pour bavarder, pour jouer à des jeux de société, à des jeux vidéo, n'hésitez pas. Je vous fais confiance pour être bienveillants et sympathiques les uns envers les autres. Et puis moi je rejoins dès que j'en ai l'occasion. Voili voilou. Et bien sûr, vous inquiétez pas, quand il n'y a pas de clash, quand il n'y a pas de clash League of Legends, je serai là à toutes les veillées parce que c'est un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Voili, voilou, je pense que c'est très rare que je fasse aussi concis dans l'introduction, c'est fou. Je pense que j'ai réussi à aller à l'essentiel sans trop me disperser et à être quand même, comment on dit? Je trouve plus le terme. Bon, j'ai réussi à tout dire, quoi, voilà. C'était ça que je voulais dire en un mot, mais j'ai oublié le mot, c'est pas grave. On va partir sur la lecture assez rapidement. J'ai prévu ce soir 3 phases de lecture, donc 2 pauses. Et ça sera à chaque fois des phases de lecture exhaustif, merci Dimal. Et ça sera donc à chaque fois des phases de lecture de 15 pages, donc ça devrait prendre à peu près 20-25 minutes, je pense. Euh, Sachant que je vais vous avouer aussi que bah, par rapport à ce qui s'est passé pour moi cette dernière semaine, j'ai un petit peu décroché de la lecture du procès de Kafka. En plus, j'ai pas l'habitude, encore une fois, de faire des pauses comme ça en pleine œuvre. Donc voilà, je vais peut-être avoir un petit peu un temps de réadaptation pour me remettre dans le bain, me remettre dans l'histoire. J'ai du mal à me souvenir même presque de où on s'en était arrêté, des mots que je vois apparaître sous mes yeux. On s'était arrêté avec le peintre, vous savez, qui était un petit peu peut-être cynique. Je sais pas trop. C'était difficile de discerner quelle personnalité il avait vraiment. Mais en tout cas, qui semblait indiquer. Alors, déjà, qui semblait être un allié de K plutôt, mais qui en même temps semblait lui confirmer, ou en tout cas lui affirmer, que sa situation était plutôt, comment dire, réglé d'avance, c'est-à-dire qu'il avait peu de marge de manœuvre, même si lui ne le présente pas comme ça. J'ai l'impression que ça résonne un peu comme ça dans les oreilles de K. Donc bref, on va voir ce qui va se passer maintenant. C'est assez difficile à prévoir encore une fois, mais sachez que on arrive relativement vite à la fin de ce roman, donc il devrait y avoir encore un live de lecture pour terminer l'œuvre, et ensuite peut-être que je ferai un live bonus où je lirai les chapitres inachevés, puisque je rappelle que ce roman est un roman inachevé. Donc voilà, peut-être que je vous lirai les chapitres inachevés, des petits bouts de chapitres comme ça à la volée. C'est une possibilité, j'ai pas encore tranché la question, donc on reviendra dessus. Et bonsoir Mopito, merci de nous rejoindre et merci à tous de votre sollicitude et de votre soutien sur les réseaux cette semaine. Ça m'a mis un petit peu de baume au cœur, c'était gentil de votre part. Écoutez, let's go, j'ai bien parlé.
Je crois que je me suis coupé sous l'ongle, ça fait trop mal. On est parti. C'est ouf comment j'appréhende de faire des lives aussitôt que j'ai fait une pause de quelques jours, une semaine, c'est terrible. Bref, j'espère que la lecture va bien se passer. Bonne écoute à tous les amis, bonne écoute d'Imal, Nakatox, Stylus Fantasticus, Mopito. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la première pause de ce soir. On est parti. Chapitre 8. Monsieur Bloch le négociant. K se défait de son avocat. K avait tout de même fini par se décider à remercier son avocat. Il ne pouvait s'empêcher, à vrai dire, de se demander s'il faisait bien d'agir ainsi, mais la conviction qu'il avait de la nécessité de ce geste l'emporta sur ses hésitations. L'effort que lui avait coûté sa décision l'avait cependant tellement fatigué, le jour venu de passer à l'action, qu'il ne put travailler que très lentement au bureau, et que 10 heures étaient déjà passées quand il se trouva devant la porte de l'avocat. Avant de sonner, il se demanda encore s'il ne vaudrait pas mieux régler cette question par lettre ou par téléphone, car il pensait que l'entrevue serait certainement très pénible. Tout bien pesé, il préféra pourtant la solution de l'entretien personnel. L'avocat, de toute autre façon, ne répondrait que par le silence ou par une formule toute faite, et K ne pourrait jamais savoir, à moins que Lenny ne réussît à en deviner quelque chose, comment maître Huld aurait pris la nouvelle de son évincement, ni ce qui en résulterait suivant les doctes prévisions de cet expert. Tandis que s'il tenait l'avocat devant lui et le surprenait brutalement avec sa communication, il arriverait facilement à déchiffrer tout ce qu'il voudrait sur son visage et dans ses réactions, même si l'autre restait avare de mots. Il n'était même pas impossible que K revînt alors sur sa décision. Comme d'ordinaire, le premier coup de sonnette fut vain. Lenny pourrait se dépêcher un peu plus, pensa-t-il. Mais il était déjà bien beau que nul autre ne s'en mêlât, car il y avait toujours dans ces occasions-là quelques voisins qui se mettaient à protester comme le monsieur en robe de chambre du premier jour. Tout en poussant le bouton pour la seconde fois, K se retourna pour voir la porte de derrière, mais cette fois elle resta fermée aussi. Finalement, 2 yeux apparurent au Judas. Ce n'étaient pas ceux de Lenny. Quelqu'un fit tourner la poignée tout en restant appuyé contre la porte, se retourna vers l'intérieur en criant « C'est lui !» et n'ouvrit complètement qu'après. K poussait déjà la porte car il avait entendu une clé tourner dans la serrure du voisin. Aussi, quand le couloir s'ouvrit, pénétra-t-il comme un bolide, ce qui lui permit de voir Lenny, car c'était elle à qui l'on s'était adressé, s'enfuir en chemise par le corridor qui desservait les chambres. Il la suivit un instant des yeux, puis regarda l'individu qui avait ouvert. C'était un petit homme sec qui portait toute sa barbe et tenait une bougie à la main. « Vous êtes employé ici » demanda K. « Non, répondit l'homme, je ne suis pas de la maison. L'avocat n'est que mon représentant, je suis ici pour une affaire judiciaire. » Sans veste demanda K en montrant de la main l'insuffisance vestimentaire du monsieur. « Toutes mes excuses, dit l'homme en s'éclairant à l'aide de sa bougie, comme s'il ne s'était pas encore aperçu de son état. « Lenny est votre maîtresse » demanda K sèchement. Il avait un peu écarté les jambes et tenait son chapeau derrière son dos, les mains croisées. Rien que par son gros manteau de fourrure, il se sentait déjà très supérieur à ce petit homme desséché. « Oh ciel !» fit celui-ci en levant une main pour se défendre devant son visage terrifié. « Non, non, qu'allez-vous penser là ?»« Vous avez l'air digne de foi cependant, suivez-moi, » dit K. Il lui fit signe de son chapeau et le fit passer devant lui. « Comment vous appelez-vous donc » lui demanda-t-il en chemin. « Bloch, le négociant Bloch, » dit le petit homme en se retournant vers K pour se présenter, mais K ne lui permit pas de s'arrêter. « C'est votre vrai prénom? C'est votre vrai nom » demanda-t-il. « Certainement, » lui fut-il répondu. « Pourquoi en douteriez-vous donc ?»« Je pensais, lui répondit K, que vous pouviez avoir des raisons de taire votre véritable nom. » Il se sentait aussi libre d'esprit que lorsqu'on cause à l'étranger avec de petites gens, gardant pour soi tout ce qui vous concerne vous-même, et ne parlant qu'avec sérénité des intérêts de l'interlocuteur, ce qui les élève à vos yeux, mais permet en revanche de s'en détacher quand on veut. À la porte du cabinet de maître Huld, K s'arrêta, ouvrit et cria au négociant qui continuait à avancer docilement. « Pas si vite, éclairez ici. » Pensant que Lenny pouvait s'être caché là, il fit explorer tous les coins, mais la pièce était vide. Devant le grand portrait du juge, il arrêta son compagnon par les bretelles. « Le connaissez-vous, celui-là »
lui demanda-t-il en levant l'index. Le négociant, de son côté, leva la bougie, regarda en l'air en clignant des yeux, et répondit. C'est un juge. Un grand juge demanda K en se plaçant à côté de Bloch pour observer l'impression que lui produisait le tableau. Le négociant leva les yeux avec admiration. C'est un grand juge, fit-il. Vous n'y connaissez pas grand-chose, dit K. De tous les petits juges d'instruction, c'est le plus petit que l'on puisse trouver. Ah, je me rappelle maintenant, dit le négociant en penchant la bougie. Je l'ai déjà entendu dire, moi aussi. Mais évidemment, s'écria K. Je n'y pensais plus. Évidemment, vous le saviez déjà. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Demandait le négociant tout en gagnant la porte sous la pression de son compagnon. Quand ils furent dans le couloir, K lui dit. Vous savez où Lenny s'est cachée? Cachée? Dit le négociant. Non, mais elle pourrait bien se trouver à la cuisine en train de préparer un bouillon pour l'avocat. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite? Demanda K. Je voulais vous y conduire, mais vous m'avez rappelé, répondit le négociant comme troublé par des ordres contradictoires. Vous vous croyez sans doute très malin. Eh bien, conduisez-moi. K n'était encore jamais allé à la cuisine. Elle était immense et pourvue d'un grand luxe d'ustensiles. À lui seul, le fourneau était 3 fois plus grand qu'une cuisinière ordinaire, mais on ne distinguait pas le détail du reste, car la pièce n'était éclairée que par une petite lampe accrochée à l'entrée. Devant le fourneau, Lenny, en tablier blanc comme toujours, vidait des œufs dans une casserole posée sur une lampe à alcool. « Bonsoir, Joseph, » dit-elle en jetant un regard à K. « Bonsoir, » dit K en indiquant une chaise du doigt au négociant qui s'y assit. Quant à lui, s'approchant par derrière de Lenny, il se pencha sur son épaule et lui demanda. « Qui est cet homme » Lenny passa une main autour de la taille de K, tandis que de l'autre elle continuait à battre les œufs. Puis elle le fit venir devant elle et lui dit. « C'est un pauvre homme, un pauvre négociant, un certain Bloch. Tu n'as qu'à le voir. » Ils se retournèrent tous deux pour le regarder. Le négociant était resté assis sur le siège que K lui avait indiqué. Il avait soufflé la bougie dont la lumière n'était plus nécessaire et pressé la mèche entre ses doigts pour l'empêcher de fumer. « Tu étais en chemise, » dit K, en retournant la tête de Lenny vers le fourneau. Elle se tut. « C'est ton amant » demanda-t-il. Elle voulut attraper la casserole, mais K lui saisit les deux mains et lui dit. « Allons, réponds. » Elle répondit. « Viens dans le bureau, je t'expliquerai tout. »« Non, » dit K, « je veux que tu t'expliques ici. » Elle se pendit à son cou pour l'embrasser, mais K la repoussa et lui dit. « Je ne veux pas que tu m'embrasses en ce moment. »« Joseph, » lui dit Lenny sur un ton suppliant, mais en le regardant dans les yeux. « Tu n'es tout de même pas jaloux de monsieur Bloch ?» Puis se tournant vers le négociant, elle ajouta. « Aide-moi donc, Rudy. Tu vois bien qu'on me suspecte. Laisse ta bougie. » On eût pu croire qu'il n'avait pas fait attention à ce que Lenny venait de lui dire, mais il était parfaitement au courant. « Je ne vois pas pourquoi vous seriez jaloux, » fit-il sans grande promptitude d'esprit. « Je ne le vois pas non plus, » dit K, et il le regarda en souriant. Lenny éclata de rire et profita de l'inattention de K pour se pendre à son bras et lui chuchoter. « Laisse-le maintenant, tu vois bien quel homme c'est. Je me suis un peu occupé de lui parce que c'est un gros client de l'avocat. La chose n'a pas d'autre raison. Et toi, veux-tu lui parler aujourd'hui? Il est très malade, mais si tu veux, je t'annoncerai tout de même. Seulement il faudra que tu restes avec moi cette nuit. Il y a si longtemps que tu n'es plus venu nous voir. L'avocat lui-même te demandait. Ne néglige pas ton procès. Moi aussi j'ai à te faire part de diverses choses que j'ai apprises. Mais commence toujours par enlever ton manteau. » Elle l'aida à retirer sa fourrure, le débarrassa de son chapeau, courut au vestibule pour les pendre, puis revint en hâte et regarda où en était son lait de poule. « Dois-je t'annoncer ou lui porter son lait d'abord ?»« Commence par m'annoncer, » dit K. Il était dépité, son intention première ayant été de discuter d'abord à fond de son dessein avec Lenny. La présence du négociant l'en avait empêché en lui en ôtant l'envie. Mais maintenant son affaire commençait à lui paraître trop importante pour qu'il permît à ce petit Bloch d'y jouer un rôle qui serait peut-être décisif. Aussi la rappela-t-il, elle était déjà dans le couloir. « Porte-lui tout de même le lait d'abord, » ordonna-t-il. « Il faut qu'il prenne des forces pour l'entretien que nous allons avoir, car il en aura besoin. »« Vous êtes aussi un client de l'avocat » dit à voix basse de son coin, le négociant sur le ton d'une constatation, mais il fut déçu. « Que vous importe ?» dit K. Et Lenny ajouta. « Te tairas-tu? Je lui apporte le lait, dit-elle en se tournant vers K.
et elle versa le lait de poule dans une tasse. Il n'y aura plus à craindre ensuite que de le voir s'endormir trop tôt, car il dort dès qu'il a mangé. Ce que je lui dirai le réveillera, déclara K constamment soucieux de faire comprendre à Lenny qu'il avait l'intention de parler de choses très importantes à l'avocat. Il voulait que ce fût Lenny qui l'interrogeât la première avant d'aborder le sujet, mais elle se contentait d'exécuter ses ordres à la lettre. En passant devant lui avec son lait de poule, elle le frôla intentionnellement et lui souffla. « Dès qu'il aura mangé, je t'annoncerai, pour te retrouver le plus tôt possible. »« Va, dit K. »« Sois donc plus gentil, répondit-elle en se retournant une dernière fois sur le pas de la porte. K la suivit des yeux. Maintenant, il était complètement décidé à se défaire de l'avocat. Il valait mieux n'en rien dire à Lenny. Elle ne connaissait pas assez l'histoire, et elle le lui eût certainement déconseillé. Or, si K hésitait encore cette fois, il resterait dans l'inquiétude par la suite et ce ne serait qu'à recommencer, car sa résolution était trop bien arrêtée. Plus il apporterait de hâte à la mettre à exécution, plus il éviterait de dégâts. Le négociant saurait d'ailleurs peut-être le renseigner à ce sujet. K se tourna vers lui. À peine le négociant s'en fut-il aperçu qu'il voulut se lever. « Restez assis, dit K en installant une chaise près de la sienne. Êtes-vous déjà un vieux client de l'avocat ? Oui, dit le négociant. Un très ancien client. Depuis combien d'années vous assiste-t-il ? Je ne sais pas comment vous l'entendez, répondit l'autre. Dans les questions que soulèvent mes affaires, j'ai un gros commerce de grains. Il me conseille depuis que je m'occupe de l'entreprise, c'est-à-dire quelques 20 ans. Et pour mon procès, c'est de lui que vous vouliez sans doute parler, il me représente depuis le début. Il y a déjà plus de 5 ans. Oui, beaucoup plus, ajouta-t-il en sortant un vieux portefeuille. J'ai tout inscrit ici. Si vous le désirez, je puis vous dire la date exacte. On n'arrive pas à tout retenir. Mon procès doit durer depuis bien plus longtemps. Il a commencé peu après la mort de ma femme, qui est survenue il y a plus de 5 ans et demi. K se rapprocha encore de lui. Il s'occupe donc aussi, demanda-t-il, des questions de droit courantes. Cette combinaison des affaires et du droit lui paraissait extrêmement rassurante. Bien sûr, dit le négociant. Puis il souffla à K. On dit même qu'il est plus capable dans ce genre d'affaires que dans les autres. Mais il sembla se repentir d'en avoir trop dit, car, posant une main sur l'épaule de K, il ajouta « Je vous en supplie, ne me trahissez pas. » K lui frappa sur la cuisse pour le rassurer, et lui dit « Non, je ne suis pas un traître. »« C'est qu'il est très rancunier, » fit le négociant. « Avec un client aussi fidèle que vous, dit K, il ne fera certainement rien. »« Oh, si, dit le négociant. Quand il est excité, il ne connaît plus rien. D'ailleurs, on ne peut pas dire que je lui sois fidèle. »« Comment cela ? Demanda K. Dois-je vous le confier ? Demanda à son tour le négociant, légèrement hésitant. Je pense que vous le pouvez, dit K. Eh bien, fit le négociant, je vais vous confesser une partie de mon secret, mais il faudra qu'à votre tour vous m'en révéliez un aussi, pour que nous restions solidaires en face de l'avocat. Quelle prudence, dit K. Mais soit, je vous confierai un secret qui vous rassurera complètement. En quoi consiste votre infidélité ? J'ai, dit le négociant hésitant, et du même ton qu'il eût avoué quelque chose de déshonorant. Et j'ai d'autres avocats que lui. Ce n'est pas bien grave, dit K un peu déçu. Ici, non, dit le négociant qui respirait péniblement depuis qu'il avait fait cet aveu, mais commençait tout de même à reprendre un peu confiance sous l'impression de la réflexion de K. Seulement ce n'est pas permis. Et c'est encore moins permis quand il s'agit d'avocats marrons. Or c'est justement le cas. J'ai 5 avocats marrons. 5 s'écria K. C'était le nombre qui le plongeait dans l'étonnement. 5 avocats en plus de celui-ci ? Le négociant fit oui de la tête. Je suis en train de négocier avec un 6e. Mais pourquoi donc tant d'avocats ? Demanda K. J'ai besoin de tous. Pouvez-vous m'expliquer comment ? C'est bien facile, dit le négociant. Avant tout, c'est bien évident, je ne veux pas perdre mon procès. Aussi ne puis-je rien négliger de ce qui risque de me servir. Même dans le cas où l'espoir est très faible, je n'ai pas le droit de ne pas courir ma chance. J'ai donc consacré à mon procès tout ce que je possède. J'ai retiré tout mon argent de mon entreprise. Autrefois, mes bureaux garnissaient presque tout un étage. Aujourd'hui, je me contente dans l'arrière-maison d'une petite pièce et d'un simple apprenti. Ce n'est pas seulement le retrait de l'argent qui a causé cette régression, c'est surtout la diminution de ma puissance de travail. Quand on veut faire quelque chose pour son procès, on ne peut plus s'occuper de rien. Vous allez donc travailler vous-même à la justice ? Demanda K. C'est de cela précisément que j'aimerais vous entendre parler. Je ne peux pas vous apprendre grand-chose à ce sujet, dit le négociant. J'avais bien essayé de le faire au début, mais j'y ai vite renoncé. C'est un travail extrêmement épuisant, dont on ne tire pas grand profit,
Il m'est vite devenu complètement impossible de travailler et de négocier dans les bureaux du tribunal. Le seul fait d'y rester assis et d'y attendre son tour demande déjà un gros effort, mais vous connaissez bien vous-même l'atmosphère de ces bureaux. Comment savez-vous donc que j'y suis allé demanda K. Je me trouvais dans la salle d'attente au moment où vous y êtes passé. Quelle curieuse coïncidence s'écria K, oubliant complètement dans l'intérêt qu'il prenait pour ce fait le ridicule du négociant. Vous m'avez donc vu traverser. Vous étiez dans la salle d'attente au moment où je suis passé. Oui, en effet, j'y suis allé une fois. Ce n'est pas un bien grand hasard, fit le négociant. J'y suis presque tous les jours. Maintenant, dit K, je vais probablement y aller fréquemment moi aussi. Mais j'y serais probablement reçu bien moins respectueusement que l'autre fois. Tout le monde s'était levé. On avait dû me prendre pour un juge. Non, dit le négociant. C'était pour l'huissier que nous nous étions levés. Pour vous, nous savions bien que vous étiez accusé. Ces nouvelles-là se répandent très vite. Vous le saviez déjà dit K. Mon attitude a dû dans ce cas vous paraître bien orgueilleuse. Personne n'a rien dit dans ce sens. Non, fit le négociant, au contraire. Mais ce ne sont que des bêtises. Quelles bêtises demanda K. Pourquoi me demandez-vous cela dit le négociant impatienté. Vous avez l'air de ne pas connaître encore ces gens, et vous le prendrez peut-être mal. Il ne vous faut pas perdre de vue qu'au cours de ces longues procédures, on parle souvent de bien des choses que la raison ne peut plus contrôler. On est beaucoup trop fatigué. Bien des sujets vous laissent froid, et on se rabat sur des superstitions. Je parle des autres, mais au fond, je ne vaux pas mieux. L'une de ces superstitions consiste à croire qu'on peut lire l'issue du procès sur la tête de l'accusé, et surtout dans le dessin de ses lèvres. Les gens qui croient à de tels présages ont donc dit que d'après vos lèvres, vous ne tarderiez certainement pas à être condamné. Je vous le répète, c'est un préjugé ridicule, que l'expérience dément dans la plupart des cas, mais quand on vit dans ce milieu, il est difficile d'échapper à de telles pensées. Vous n'avez pas idée de la force que peut avoir cette superstition. Vous avez parlé là-bas à un homme, n'est-ce pas? Il a à peine pu vous répondre. On peut avoir évidemment bien des raisons de se troubler, mais l'une d'entre elles, dans ce cas, était certainement l'aspect de votre bouche. Il a même raconté plus tard qu'il avait cru voir sur vos lèvres le signe de sa propre condamnation. Sur mes lèvres demanda K en sortant un miroir de poche dans lequel il se regarda. Je ne vois rien de particulier sur mes lèvres. Et vous? Moi non plus, dit le négociant. Rien de rien. Que ces gens sont superstitieux, s'écria K. Ne vous l'avais-je pas dit demanda le négociant. Se fréquentent-ils donc tellement dit K. Échangent-ils leurs impressions? Jusqu'ici, je me suis tenu complètement à l'écart. En général, dit le négociant, ils ne se fréquentent pas. Ce serait impossible. Ils sont trop. Ils ont d'ailleurs peu d'intérêts communs. S'il arrive parfois qu'un groupe s'en découvre, il ne tarde pas à voir qu'il s'est trompé. Rien ne peut se faire en commun contre le tribunal. Tout cas est examiné à part. Il n'y a pas justice plus minutieuse. On ne peut donc parvenir à rien en se liguant. Les isolés arrivent parfois à obtenir quelque chose en secret, mais les autres ne l'apprennent qu'après. Personne ne sait comment la chose s'est faite. Il n'y a pas de solidarité. On se rencontre bien de temps en temps dans les salles d'attente, mais on y parle peu. Les opinions superstitieuses existent déjà depuis très longtemps, et se multiplient d'elles-mêmes. J'ai vu, dit K, ces messieurs faire antichambre là-bas, et leur attente m'a paru si inutile. L'attente n'est pas inutile, dit le négociant. Ce qui est inutile, c'est de se mêler personnellement de son procès. Je vous ai déjà dit qu'en dehors de maître Hoult, j'avais encore 5 avocats. On devrait donc penser, c'est ce que je faisais moi-même au début, que je peux leur laisser tout le soin de mon affaire. Ce serait entièrement faux. C'est encore moins facile que si je n'en avais qu'un. Vous ne me comprenez sans doute pas. Non, dit K en posant sa main sur celle du négociant pour le calmer, car il allait beaucoup trop vite. Mais je vous prierai de parler un peu plus lentement, car tout cela a beaucoup d'importance pour moi, et je n'arrive pas bien à vous suivre. Vous faites bien de me le rappeler, déclara le négociant. Vous êtes un nouveau, un néophyte. Votre procès n'a que 6 mois, n'est-ce pas? Oui. J'en ai entendu parler. Quel jeune procès. Mais moi, voilà 100 000 fois que je réfléchis à ces choses. Elles sont toutes naturelles pour moi. Vous devez être heureux que votre procès soit déjà si avancé, dit K, ne voulant pas lui demander directement où en étaient ses affaires. La réponse qu'il reçut ne fut pas plus précise que sa question. Oui, dit le négociant en inclinant la tête. Voilà déjà 5 ans que je pousse mon procès. Ce n'est pas un petit travail. Puis il se tut un instant. K épiait le retour de Lenny. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une courte pause.
Alors, petite chose que j'ai aussi à vous dire, c'est que au-delà de mon éventuel état moral, on va dire, enfin état de morale, euh, au-delà de ça, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que en ce moment le temps fait un yo-yo incroyable. Et du coup, grosso modo, là, je me suis retrouvé certaines des dernières journées à me taper des 28-30 degrés chez moi et à ce que ça descende la nuit à 13. Donc, comment vous dire que c'est très compliqué et que, bah, pareil, avec ce que j'ai vécu cette semaine, etc., je suis assez fatigué. J'ai pris pas mal dans la gueule avec ça, du coup, avec ces chauds-froids, et que donc je me sens un petit peu malade. Donc du coup, j'ai peut-être un peu de mal à mettre de l'énergie, enfin j'ai l'impression d'avoir du mal à mettre de l'énergie dans ma lecture. J'ai l'impression d'avoir du mal à parler, à parler et à lire. Donc j'espère que ça reste correct, compréhensible pour vous, que vous arrivez à suivre l'histoire. Surtout qu'en plus, comme on a fait une pause dans la lecture, j'ai un peu du mal à me souvenir des voix que j'avais pu donner aux personnages, etc. Là, par exemple, pour Block, j'ai pas vraiment fait une voix très spécifique parce que, bah, pareil, j'arrive pas à pousser sur ma voix. Là, je suis trop malade. J'ai trop la voix usée pour pouvoir m'amuser à faire des voix un petit peu caractérisées. Donc voilà. Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux et je vais donner tout mon meilleur pour faire la meilleure lecture possible. Mais vous m'excuserez si c'est peut-être un petit peu moins qualitatif que d'habitude. J'essaie de faire de mon mieux anyway. Bonsoir les couteaux portes, bienvenue sur le live, merci d'être là, comment tu vas? Comment tu vas, comment tu vas? Sinon, par rapport à la lecture, je trouve que ce début de chapitre est assez sympathique. Euh, Pas de souci, la lecture est agréable. Merci Stylus Fantasticus, ça fait plaisir. Mais ouais, par rapport à ce chapitre, j'aime assez bien. J'aime plutôt pas mal la manière dont il est construit aussi. Le fait que dans le titre, on nous dise Monsieur Bloch le négociant, puis ensuite K se défait de son avocat, et qu'on commence le chapitre avec une phrase qui nous dit il a décidé de remercier son avocat. Et ensuite, au final, ça se bascule et ça s'inverse. Et du coup, c'est en allant ouais, prendre congé de son avocat qu'au final, il rencontre Bloch le négociant. Et donc là, on est plutôt pour le moment sur la première partie du chapitre, je vais dire, avec cette discussion-là. C'est un truc qu'on a remarqué pas mal de fois avec Kafka, j'ai l'impression, sur ce roman, que les chapitres auraient pu être eux-mêmes segmentés en plusieurs chapitres. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs. En fait, j'ai l'impression que une unité de sens, très souvent, est une unité de dialogue, si je puis dire. À chaque fois, c'est il rencontre un personnage, il revoit un personnage, ou peu importe. En tout cas, il y a un personnage externe avec qui il va entrer en communication, avec qui il va dialoguer, qui va débloquer des choses peut-être dans son esprit, et ainsi de suite. Et donc ça fait une unité de sens. Donc je trouve que un peu comme la dernière fois, on avait lu un chapitre extrêmement long. Je pense que là, ça aurait pu être divisé en deux chapitres pour le coup. D'abord, Monsieur Bloch le négociant, puis la discussion avec l'avocat. Mais bon, nous verrons plus tard. C'est entre le peu et pas important, hein, en vérité. Mais bon. Euh, Sympathique ce début, je trouve qu'on est toujours sur la même note, hein. Je commence à plus avoir grand chose à dire sur le procès, ni même sur Kafka, parce que voilà, après avoir lu La Métamorphose, Le Château, le procès, je pense avoir donné plutôt assez amplement mon avis sur cet auteur. Je le trouve vraiment très bon. J'aime beaucoup beaucoup ce qu'il écrit. Et là, le passage avec le négociant nous rappelle peut-être certains questionnements qu'il a pu avoir dans les chapitres précédents. Et encore une fois, il va grappiller des petites informations et peut-être se rendre compte que son cas risque d'être dur à gérer, à traiter, et que peut-être c'est un état qui va s'inscrire dans la durée, comme lui a fait comprendre le peintre auparavant.
comme lui fait comprendre maintenant le négociant en lui disant oh bah moi ça fait 5 ans que je suis en procès, même peut-être plus, je me rappelle plus. Oh et puis j'ai 6 avocats, donc en mode en fait peu importe ce que je fais, peu importe le temps que j'y passe, les choses ne s'arrangent pas et je suis toujours en procès quoi. J'ai l'impression que c'est un peu des procès interminables tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si ce n'est la condamnation, en tout cas a priori des options où on s'en sortirait, si je puis dire, indemne, ça n'a pas l'air de beaucoup, beaucoup arriver. En ce moment, j'écoute Le Château du Coup, c'est très particulier de suivre les deux histoires en même temps, c'est très complémentaire, quasi jumeau et troublant. Ah ouais, tu m'étonnes, Stylus Fantasticus. Moi, j'ai beaucoup de mal à lire deux œuvres simultanément, j'avoue. C'est pas une chose que je fais. Ou bien si, mais si par exemple ça va être un roman et un recueil de poésie, ou un roman et un manga, un comics et ainsi de suite, là je vais savoir le faire. Mais c'est vrai que deux romans en même temps, j'ai un peu du mal. Je crois pas l'avoir beaucoup tenté, mais je pense que j'aurais beaucoup de mal. Donc ouais, ça doit être bizarre, surtout là le même auteur et tout, et forcément un petit peu le même style, la même manière d'aborder les termes et même les mêmes thèmes, puisqu'il y a toujours ce truc de enfin comment dire, des auteurs qui, globalement quand même, ça arrive souvent que les auteurs aient leur thème de prédilection qu'ils vont traiter, traiter et retraiter dans chacune de leurs œuvres. Pardon, excusez-moi, vous voyez, je fais pas semblant, je suis vraiment malade. Et du coup, bonne soirée à toi, Stylus Fantasticus. Merci, merci d'être passé faire un petit coucou, ça fait plaisir. Et on se revoit très bientôt, il n'y a pas de souci. Écoutez, je pense que vu l'état dans lequel je suis, et puis vu la durée du chapitre, je pense que je vais juste essayer de faire, de tracer la lecture et de pas faire des pauses trop longues ce soir. Je me remets donc en selle, sans plus attendre. J'essaie de regarder juste brièvement parce que... C'est bon, c'est bon. Hop, j'avais une notification sur Discord et je suis un homme qui déteste avoir des notifications. Donc du coup, il faut que je sache directement ce qu'il en est et que je la fasse disparaître. Bref, voilà voilou, je suis prêt à reprendre, pardon. Du coup, il faut que je m'arrête à la page 275 à peu près. Ok, let's go, let's go. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je ne sais pas qui est resté, qui est parti, etc. Donc bref, bonne soirée que vous me suiviez sur Twitch ou sur YouTube. Bonne soirée, ouais. Bonne écoute que vous me suiviez sur Twitch ou sur YouTube. Je reprends une phrase en arrière et puis à tout à l'heure pour la deuxième dernière pause de ce soir. Chapitre 8, suite. Puis il se tut un instant. K épiait le retour de Lenny. D'une part, il n'eût pas aimé qu'elle revînt prématurément, car il avait encore beaucoup de questions à poser et ne voulait pas être surpris en entretien confidentiel avec le négociant. Mais d'autre part, il était irrité qu'elle restât, malgré sa présence si longtemps auprès de l'avocat. Le lait de poule ne justifiait pas une absence d'une telle durée. Je me rappelle encore le temps, fit le négociant, et K fut tout de suite absorbé. Je me rappelle encore le temps où mon procès avait à peu près l'âge du vôtre. Je n'avais alors pour avocat que maître Hould, mais je n'étais pas très content de lui. Je vais tout savoir, pensa K, en hochant vivement la tête comme si ce geste pouvait encourager le négociant à dire tout ce qui valait d'être su. Mon procès, poursuivit M. Bloch, n'avançait pas. On fixait bien des interrogatoires, et je m'y rendais même toujours. Je réunissais des documents, je présentais tous mes livres d'affaires, ce qui n'était même pas nécessaire, comme je l'ai appris plus tard. Je ne cessais d'aller trouver mon avocat. Il avait même présenté plusieurs requêtes à la justice. Plusieurs requêtes demanda K. Mais oui, bien sûr, fit le négociant. Voilà, dit K, qui m'intéresse énormément. Avec moi, il en est encore à travailler à la première. Il n'a rien fait. Je vois maintenant qu'il me néglige honteusement. Il peut y avoir d'excellents motifs, dit le négociant, à ce que la requête ne soit pas encore finie. Pour les miennes d'ailleurs, nous avons vu plus tard qu'elles n'avaient servi absolument à rien. J'ai pu en lire une moi-même grâce à la complaisance d'un employé. Elle était, je l'avoue, pleine d'érudition, mais au fond, il n'y avait rien dedans. Beaucoup de latin, que je ne comprends pas, et puis des pages et des pages d'appels à la justice, ensuite des flatteries pour certains fonctionnaires qui n'étaient pas expressément nommés, mais que les initiés devaient pouvoir reconnaître,
Après cela, le propre éloge de l'avocat, un éloge à propos duquel il se roulait devant la justice avec l'humilité d'un chien, et enfin l'examen de vieux cas judiciaires qui devaient ressembler aux miens. Cet examen a été fait, à vrai dire, autant que j'ai pu le suivre avec le plus grand soin. Remarquez bien qu'en vous disant tout cela, je ne prétends pas juger le travail de l'avocat. D'ailleurs, la requête que j'ai lue n'en était qu'une entre bien d'autres, mais, et c'est là le point dont je veux vous parler, de toute façon, je n'ai jamais pu constater un seul progrès dans mon procès. Quelle sorte de progrès vouliez-vous donc constater demanda K. Votre question est fort sensée, dit le négociant en souriant. Il est bien rare en ces sortes d'affaires qu'on puisse observer un progrès, mais je ne le savais pas alors. Je suis négociant, et je l'étais à cette époque encore plus que maintenant. J'aurais voulu des progrès tangibles. Il eût fallu que tout cela s'organisât pour prendre fin ou que je visse l'affaire partie en bon chemin. Mais il ne se produisait que des interrogatoires qui se ressemblaient presque tous. Je savais d'avance les réponses, je les connaissais comme une litanie. Il m'arrivait plusieurs fois par semaine des employés de la justice au magasin, dans ma maison ou n'importe où. C'était évidemment gênant. À cet égard, c'est bien mieux aujourd'hui. Le téléphone me dérange moins. Et puis, le bruit de mon procès commençait à filtrer. Des commerçants de mes amis le connaissaient, mes parents ne l'ignoraient plus. J'essuyais donc des dommages de partout, mais nul signe ne m'annonçait que les premiers débats dussent bientôt venir. J'allais donc me plaindre à mon avocat. Il me donna de longues explications, mais il refusa nettement de faire quoi que ce fût dans le sens que je désirais, disant que personne ne pouvait influer sur la date des débats et qu'il était absolument inimaginable de demander de les hâter dans une requête ainsi que je l'eusse voulu, que cela ne s'était jamais vu et ne pourrait que nuire et à lui et à moi. Je pensais que ce que celui-ci ne voulait ou ne pouvait pas, un autre le voudrait et le pourrait. Je cherchais donc d'autres avocats. Mais j'aime mieux vous le dire tout de suite. Nul d'entre eux n'a jamais demandé ni obtenu qu'on fixe une date pour les débats. C'est, à une réserve près, dont je vous parlerai plus tard, une chose réellement impossible. À cet égard, maître Hould ne m'avait donc pas trompé, mais je n'ai pas eu à regretter non plus de m'être adressé à d'autres avocats. Maître Hould a dû vous parler assez souvent des avocats marrons, et vous les a sans doute dépeints très méprisables, ce qui est d'ailleurs exact. Mais il lui échappe toujours, quand il se compare à eux, une petite faute sur laquelle je voudrais attirer votre attention au passage. Pour distinguer de ces gens-là les avocats de sa connaissance, il dit toujours les grands avocats, en parlant de ceux qu'il connaît. Le terme est faux. Naturellement, tout le monde peut se dire grand s'il lui plaît. Mais dans le cas qui nous occupe, c'est l'usage judiciaire qui fait autorité. Cet usage distingue bien, outre les avocats marrons, les grands et les petits avocats. Mais maître Hould et ses collègues ne sont que de petits avocats. Les grands, dont je n'ai jamais qu'entendu parler et que je n'ai jamais pu voir, sont d'un rang aussi supérieur à celui des petits avocats que les petits avocats eux-mêmes sont supérieurs à ces avocats marrons qu'ils méprisent. Les grands avocats demanda K. Qui est-ce? Comment peut-on les voir? Vous n'avez donc, dit le négociant, jamais entendu parler d'eux? Il n'y a peut-être pas un accusé qui, après en avoir entendu parler, n'ait rêvé d'eux pendant un temps. Ne vous laissez pas aller à une pareille faiblesse. Qui sont-ils? Je n'en sais rien. Quant à les voir, c'est impossible. Je ne connais pas un seul cas dont on puisse affirmer sûrement qu'ils se soient mêlés. Ils défendent bien quelques clients, mais cela ne dépend pas du désir de l'accusé. Ils ne défendent que s'ils veulent. Il faut sans doute, pour qu'ils s'occupent d'une cause, qu'elle soit déjà sortie du ressort des petits tribunaux. D'ailleurs, il vaut mieux ne pas penser à eux. Autrement, j'en ai fait l'expérience personnelle, on se met à trouver les consultations, les conseils et l'assistance des autres si bêtes et si inutiles qu'on aimerait mieux tout envoyer au diable, aller se coucher, et ne plus rien savoir, ce qui serait naturellement encore plus stupide. Et puis, on ne resterait pas longtemps tranquille au lit. Vous n'avez donc jamais songé aux grands avocats demanda K. Pas longtemps, dit le négociant en recommençant à sourire. Malheureusement, on n'arrive pas à les oublier complètement. C'est une idée qui vous tracasse, surtout la nuit. Mais à ce moment-là, je voulais obtenir des résultats qui fussent immédiats. C'est pourquoi je suis allé trouver les avocats marrons. Comme vous voilà près l'un de l'autre, s'écria Lenny, qui était revenu avec sa tasse et se tenait sur le pas de la porte. Ils étaient vraiment près l'un de l'autre. Au moindre mouvement, leurs têtes se seraient cognées. Le négociant, qui n'était pas seulement petit, mais aussi légèrement bossu, obligeait K à se tenir penché très bas pour entendre ce qu'il disait. Un instant encore, cria K, pour évincer Lenny un moment, en faisant un mouvement d'impatience de la main qu'il tenait toujours posée sur celle du négociant. Il a voulu que je lui raconte mon procès, dit le négociant à Lenny. Raconte, raconte, dit celle-ci. Elle parlait affectueusement au négociant, mais sur un ton de condescendance.
Cela ne plaisait pas à K. Comme il venait de s'en apercevoir, l'homme avait tout de même une certaine valeur. Il possédait principalement une expérience dont il savait fort bien parler. Lenny devait probablement mal le juger. K fut ennuyé de l'avoir retiré des mains de M. Bloch la bougie qu'il n'avait cessé de tenir pendant tout ce temps, lui essuyer les doigts du coin de son tablier, puis s'agenouiller auprès de lui pour gratter une goutte de cire qui avait coulé sur son pantalon. « Vous vous apprêtiez à me parler des avocats marrons, dit K en écartant sans un mot la main de Lenny. Que veux-tu donc demanda Lenny, en donnant une tape à K pour pouvoir continuer son travail. Parfaitement. Des avocats marrons, dit le négociant, en se passant la main sur le front comme s'il réfléchissait. K, voulant aider ses souvenirs, lui rappela. Vous vouliez obtenir des résultats qui fussent immédiats. C'est pourquoi vous étiez allé trouver les avocats marrons. Parfaitement, dit le négociant, mais il ne continua pas. Il ne veut sans doute pas en parler devant Lenny, pensa K, et maîtrisant son impatience d'apprendre la suite, il cessa d'insister. M'as-tu annoncé demanda-t-il à Lenny. Naturellement, fit-elle. Il t'attend. Maintenant, laisse Bloch. Tu pourras lui parler plus tard, il reste ici. K hésitait encore. Vous restez ici demanda-t-il au négociant, car il voulait sa propre réponse. Il n'admettait pas que Lenny parlât de Bloch comme d'un absent. Il était plein contre elle, ce jour-là, d'une secrète irritation. Mais ce fut encore elle qui répondit pour Bloch. Il couche fréquemment ici. Il couche ici, s'écria K. Il avait pensé que le négociant n'attendrait là que juste le temps nécessaire pour régler l'affaire avec l'avocat, qu'ils s'en iraient ensuite ensemble et qu'ils pourraient parler à fond, tranquillement, de tous les sujets qui l'intéresseraient. Eh oui, dit Lenny, ce n'est pas tout le monde qui peut, comme toi, mon cher Joseph, être reçu par l'avocat n'importe quand. Tu n'as pas l'air d'être étonné qu'il te reçoive à 11 heures du soir malgré sa maladie. Tu trouves tout de même trop naturel ce que tes amis font pour toi. Enfin, c'est volontiers, moi surtout. Je ne veux pas d'autre remerciement que de savoir que tu m'aimes. Que je t'aime, pensa K dans le premier moment. Ce ne fut qu'ensuite qu'il se dit « Ah oui, je l'aime ». Cependant, négligeant tout le reste, il déclara « Il me reçoit parce que je suis son client. Si l'on avait besoin d'un tiers pour se faire recevoir dans de telles conditions, on ne pourrait plus faire un pas sans avoir à mendier et à remercier. » Qu'il est mauvais aujourd'hui, n'est-ce pas demanda Lenny au négociant. C'est moi qui suis l'absent cette fois-ci, pensa K, et il en voulut presque à Bloch quand il le vit prendre à son compte l'impolitesse de Lenny en disant à la jeune fille « L'avocat le reçoit aussi pour d'autres raisons. Son cas est plus intéressant que le mien. Et puis son procès n'en est qu'au début. Il ne peut donc être déjà gâché, et l'avocat doit avoir encore plaisir à s'en occuper. Cela changera par la suite. » Et patati et patata, dit Lenny en regardant Bloch avec un rire d'ironie. Voyez-moi donc ce bavard. Il n'y a rien à croire de ce qu'il dit, tu sais, ajouta-t-elle en se tournant vers K. Il est gentil, mais il est encore plus bavard. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles l'avocat ne peut pas le souffrir. En tout cas, il ne le reçoit que quand ça lui chante. J'ai déjà pris grand-peine à chercher à modifier cette situation, mais il n'y a rien à y faire. Rends-toi compte. Il m'arrive d'aller lui annoncer Bloch et il le reçoit, mais c'est 3 jours après. Et si Bloch n'est pas là quand on lui dit de venir, tout est perdu, et c'est une chose à recommencer. C'est pourquoi je lui ai permis de coucher ici, car il est déjà arrivé que l'avocat me sonna dans la nuit pour le recevoir. Aussi maintenant il est prêt même la nuit. À vrai dire, il arrive aussi que l'avocat le décommande quand il s'aperçoit qu'il est là. K regarda le négociant d'un air interrogateur. Mais Bloch opinait du bonnet. Il déclara aussi franchement qu'auparavant, peut-être son humiliation l'avait-elle rendu distrait. Oui, par la suite on devient très esclave de son avocat. Il ne se plaint que pour faire semblant, dit Lenny. Il aime beaucoup coucher ici. Il me l'a avoué souvent. Là-dessus, elle alla ouvrir une petite porte. Veux-tu voir sa chambre à coucher demanda-t-elle. K alla voir et découvrit du seuil une pièce basse et sans fenêtre, qu'un lit étroit emplissait complètement. Il fallait en enjamber le pied pour pouvoir se coucher dedans. À hauteur du chevet, on voyait dans le mur une niche, dont le rebord supportait une bougie, un encrier et un porte-plume minutieusement alignés, ainsi qu'un paquet de papiers, probablement des pièces du procès. « Vous couchez dans la chambre de bonne » demanda K en se tournant vers le négociant. « C'est Lenny qui me l'a offerte, » répondit Bloch. « C'est très avantageux. » K le regarda longuement. La première impression que lui avait faite le négociant avait peut-être été la bonne. Bloch possédait évidemment de l'expérience, car son procès durait déjà depuis longtemps, mais il l'avait chèrement payé. Tout d'un coup, K ne put plus supporter de le voir. « Mets-le au lit »
cria-t-il à Lenny, qui sembla ne pas comprendre. Quant à lui, il allait se rendre chez l'avocat et se délivrer en le remerciant non seulement de lui, mais aussi de Lenny et du négociant. Mais il n'avait pas encore atteint la porte que Bloch l'appela à voix basse. « Monsieur le fondé de pouvoir !» K se retourna d'un air sévère. « Vous avez oublié votre promesse, » dit Bloch en tendant vers lui un visage suppliant. « Vous vouliez me dire un secret, vous aussi. »« C'est vrai, » dit K en jetant un coup d'œil sur Lenny qui le regardait attentivement. « Eh bien, écoutez-moi. D'ailleurs, ce n'est presque plus un secret. Je vais de ce pas remercier l'avocat. »« Il va le remercier ?» s'écria le négociant qui, à ces mots, se leva d'un bond et se mit à courir à travers la cuisine. Désolé pour ce bruit, c'est au dehors de chez moi. Je reprends. « Il va le remercier ?» s'écria le négociant qui, à ces mots, se leva d'un bond et se mit à courir à travers la cuisine en levant les bras vers le ciel. Il ne cessait de répéter. « Il congédie son avocat !» Lenny voulut tout de suite aller se jeter sur K, mais le négociant se trouva sur son chemin. Elle le repoussa d'une bourrade, et, les poings encore fermés, se lança aux trousses de K. Mais il avait une grande avance. Il avait déjà mis le pied dans la chambre de l'avocat lorsque Lenny le rattrapa. Il repoussa la porte derrière lui. Lenny mit le pied contre le battant, le tint ouvert, saisit K par le bras et chercha à le ramener. Mais il lui serra si violemment le poignet qu'elle fut obligée de le lâcher en poussant un soupir de douleur. Elle n'osa pas rentrer tout de suite dans la chambre, et K ferma la porte à clé. « Il y a longtemps que je vous attends, » dit l'avocat du fond de son lit, en reposant sur la table de nuit un acte qu'il venait de lire à la lueur de la bougie. Puis, ayant chaussé ses lunettes, il regarda K sévèrement. K dit au lieu de s'excuser « Je ne vais pas tarder à partir. » Comme ce n'était pas une excuse, l'avocat ne répondit pas. Il se contenta de déclarer « À l'avenir, je ne vous recevrai plus à une heure aussi tardive. »« Vous prévenez mes désirs, » dit K. L'avocat le regarda d'un air interrogateur. « Asseyez-vous, fit-il. »« Parce que vous le désirez, » dit K en approchant de la table de nuit une chaise sur laquelle il s'assit. « Il m'a semblé que vous fermiez la porte à clé, » dit l'avocat. « Oui, fit K. C'était à cause de Lenny. » Il n'avait l'intention d'épargner personne. Mais l'avocat lui demanda. « S'est-elle encore montrée importune ?»« Importune » demanda K. « Oui, » dit l'avocat en riant. Puis il fut pris d'une quinte de toux, suivi d'un nouvel accès de rire. « Vous avez pourtant bien dû remarquer déjà son importunité, » demanda-t-il en tapotant la main que K appuyait distraitement sur la table de nuit et que le geste de l'avocat lui fit retirer vivement. « Vous n'y accordez pas beaucoup d'importance, » dit maître Hould devant le silence de K. « Tant mieux, sans quoi j'aurais peut-être dû m'excuser auprès de vous. C'est une bizarrerie de Lenny. Je la lui ai d'ailleurs pardonnée depuis longtemps, et je ne vous en parlerai pas si vous ne veniez de fermer la porte. Cette bizarrerie, vous êtes le dernier auquel je devrais l'expliquer, mais vous avez l'air si déconcerté que je le fais tout de même. Cette bizarrerie consiste en ceci que Lenny trouve très beau presque tous les accusés. Elle s'accroche à tous, elle les aime tous, et il me semble bien d'ailleurs qu'elle est payée de retour. Pour me distraire, elle m'en parle parfois, quand je lui en donne la permission. Je ne suis pas si surpris de tout cela que vous le paraissez en ce moment. Quand on sait voir, on trouve réellement que tous les accusés sont beaux. C'est évidemment, si j'ose dire, un phénomène d'histoire naturelle assez curieux. Naturellement, l'accusation ne provoque pas une modification tangible dans l'extérieur de l'accusé. Il n'en va pas dans ces cas-là comme dans les autres affaires de justice. La plupart de nos clients conservent leur façon de vivre ordinaire, et s'ils ont un bon avocat qui sache bien s'occuper d'eux, le procès ne les gêne pas beaucoup. Pourtant, quand on a bien l'expérience de la chose, on reconnaîtrait un accusé entre 1000 personnes. À quoi, me demanderez-vous? Ma réponse ne vous satisfera pas. C'est à ce que les accusés sont précisément les plus beaux. Ce ne peut être la faute qui les embellit, puisque tous ne sont pas coupables. C'est du moins ce que je dois dire en qualité d'avocat. Ce ne peut être non plus la condamnation qui les auréole d'avance, puisque tous ne sont pas destinés à être condamnés. Cela ne peut donc tenir qu'à la procédure qu'on a engagée contre eux, et dont ils portent en quelque sorte le reflet. À vrai dire, parmi les beaux, il y en a aussi de plus spécialement beaux, mais tous sont beaux, même Bloch, ce pauvre malheureux. Quand l'avocat eut terminé, K s'était repris complètement. Il avait même hoché visiblement la tête au dernier mot de maître Hould pour se confirmer lui-même dans l'idée, qu'il nourrissait depuis longtemps, que l'avocat cherchait toujours, en débitant des généralités sans rapport avec la question,
à détourner son attention du vrai problème, qui consistait à savoir ce que maître Hould avait pratiquement fait pour lui. L'avocat dut bien remarquer que K lui opposait cette fois plus de résistance que de coutume, car il se tut pour lui permettre de parler à son tour, et le voyant rester muet, lui demanda Veniez-vous me trouver aujourd'hui dans un dessein particulier? Oui, dit K, en mettant sa main devant la bougie pour mieux regarder l'avocat. Je voulais vous dire que désormais, je vous retire le soin de m'assister. Vous ai-je bien compris? Demanda l'avocat en se redressant à moitié, une main sur ses oreilles pour soutenir le poids de son corps. Je le suppose, dit K, tendu sur sa chaise comme un chasseur à l'affût. Eh bien, c'est un procès dont nous pouvons parler, dit l'avocat au bout d'un instant. Pardon. Eh bien, c'est un projet dont nous pouvons parler, dit l'avocat au bout d'un instant. Ce n'est plus un projet, dit K. Il se peut, dit l'avocat, cependant nous n'allons rien précipiter. Il employait le mot nous, comme s'il avait voulu priver K de son libre arbitre, et s'imposer à lui comme son conseiller, s'il cessait d'être son représentant. Rien n'est précipité, dit K, qui se leva lentement et passa derrière sa chaise. C'est mûrement réfléchi, et même peut-être trop. Ma décision est définitive. Alors permettez-moi encore quelques mots, dit l'avocat en relevant l'édredon pour s'asseoir au bord du lit. Ses jambes hérissées de poils blancs frissonnaient. Il pria K de lui passer une couverture du canapé. K alla la chercher et dit à maître Hould Vous vous exposez bien inutilement à prendre froid. Le motif en vaudra la peine, dit l'avocat en se couvrant les épaules de l'édredon et s'emmaillotant les jambes dans la couverture. Votre oncle est mon ami, et vous, au cours du temps, vous m'êtes devenu cher aussi, je l'avoue franchement. Je n'ai pas à en rougir. Ces touchants discours du vieillard ennuyèrent extrêmement K, car ils le contraignaient à s'expliquer longuement, ce qu'il eût aimé éviter, et le déconcertaient aussi, comme il devait se l'avouer pour être franc, bien que sa décision n'en fût pas amoindrie. Je m'arrête là pour la deuxième partie de lecture de ce soir. On passe à une courte pause. Au final, ça passe assez vite la lecture ce soir. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de pages. Enfin, il y a beaucoup de pages. Il y a relativement beaucoup de pages. Mais vu que c'est quasiment uniquement du dialogue, eh bien les pages ne sont pas bien remplies. Donc ça a tendance à passer plus vite. J'ai tendance à le lire plus vite. J'espère que ça vous plaît, les amis. Je trouve ça vraiment vraiment cool. Je dois avouer que j'ai du mal à focus ce soir. La reprise est un peu difficile. J'ai du mal à focus. J'ai du mal à donner mon avis sur la lecture, etc. J'ai du mal à re-rentrer dedans. Mais bon, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pour des raisons totalement autres que l'auteur, l'œuvre, la lecture. Donc voilà, ça interfère, on va dire, mais c'est pas directement lié à tout ça. Euh, mais ouais, j'ai un peu du mal. Ceci dit, ça reste, j'ai l'impression de qualité égale. J'ai l'impression que ça reste vraiment bien écrit, vraiment bon. Euh, et c'est intéressant de voir du coup l'évolution qu'il peut y avoir avec Block, etc. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais c'est marrant que le personnage fasse une remarque sur son nom en disant ouais, est-ce que ça serait pas un pseudo, etc. Et c'est vrai que Block, je sais pas si en allemand ça veut dire un. Si, je sais qu'en allemand ça veut dire quelque chose de précis. Alors attendez. Mais je sais pas si ça serait comme bloqué par exemple. Je ne pense pas. Je sais pas en fait. Ça remonte à longtemps mes trucs. Ah ouais, si c'est bloqué. En allemand, bloc c'est bloqué. Ça remonte à loin mes études d'allemand, je vous avoue. Mais, euh, mais ouais, du coup, ouais. C'est marrant, d'autant plus qu'il fasse cette remarque du coup. Parce que, bah voilà, bloc ça veut dire bloquer. Le verbe bloquer. Donc du coup, on peut vraiment se dire que ce personnage du négociant représente le mec complètement bloqué dans ses procédures judiciaires. Et encore une fois, c'est plutôt de mauvais augure, je trouve, pour K, parce que tous les gens que K croise ont l'air d'être embourbés
Ouais, dans de l'administratif, dans du judiciaire sans fin. Donc c'est compliqué pour K. Quelque part, il arrête pas de se confronter à des murs, quoi. Il apprend toujours et encore plus de nouvelles histoires, de nouvelles informations, mais qui ne l'avance pas davantage, puisque bah, il se rend compte que tout le monde autour de lui est bloqué dans ce processus et semble continuer éternellement de se débattre et de rester bloqué malgré tout. Un vrai dédale ce procès, en effet, les couteaux portent. Mopito qui nous dit la partie sur le physique est intéressante, voir la culpabilité dans les yeux des gens, le fait d'être accusé rend beau. Ouais, ça m'a fait, ça m'a interloqué aussi ce passage-là. Parce que c'est vrai qu'aussi il y a la romance en quelque sorte entre K et Lenny, et K qui est totalement jaloux, alors que en vérité, bah, Lenny elle a l'air d'avoir des aventures avec plus ou moins tous les accusés qui passent dans la maison, entre guillemets. On s'en était déjà rendu compte plus tôt dans l'œuvre. Et c'est souvent le cas avec les personnages, les héros, si je peux dire, de Kafka, il me semble, de mes souvenirs du château notamment. Ça arrive hyper souvent que le héros euh, se sentiche d'une demoiselle et que ils vivent un couple plutôt heureux, plutôt réconfortant, où ils rient, etc., etc. Et où pourtant, au bout d'un moment, le mec va avoir des gros soupçons de tromperie, ce genre de choses, et se dire ouais, qu'il y a des cachotteries. Et souvent, ça s'avère vrai. Donc, ouais, c'est intéressant. Et bon, bref, tout ça pour revenir du coup sur la partie le physique qui rend beau. Je pense que le physique qui rend beau, c'est une vérité très étrange. Mais je pense que, ouais, je ne saurais vraiment pas l'expliquer. Mais je crois que c'est une vérité, hein, puisqu'il suffit de voir le succès auprès des dames qu'ont les tueurs en série. Euh, je dis auprès des dames, mais en vrai, je suppose que les tueuses en série ou les homosexuels ou j'en sais rien doivent aussi s'attirer les uns les autres, je sais pas. Mais en tout cas, pour faire général, il suffit de voir à quel point les tueurs, tueuses en série ont du succès, romantiquement parlant, sentimentalement parlant, souvent à avoir des trilliards de lettres en prison pour prendre leur défense et faire des déclarations d'amour enflammées. C'est un peu étrange. J'avoue que ça, c'est un truc personnellement que je m'explique pas beaucoup. J'ai un peu du mal à le concevoir en fait. Un peu l'inverse du délit de faciès où c'est le physique qui rend présumé coupable. Ouais, j'avoue, j'avoue que c'est un peu, on peut voir ça un peu comme le contraire, j'avoue. Mais ouais, je trouve ça très bizarre. Je trouve ça très bizarre. Enfin, de toute façon, bon, c'est totalement un autre sujet, mais mais moi, il y a un truc vraiment à chaque fois que les gens me disent ou qu'il est dit dans un documentaire ou quoi que ce soit qu'un tueur en série était hyper charismatique, hypnotisant, etc., 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 qu'on se serait jamais douté que c'était un tueur en série et qu'il avait l'air super gentil, super intelligent, etc., etc. À chaque fois que je vois sa gueule, je suis en mode mais putain c'est écrit sur sa tête que c'est un tueur en série da fuck. En bref, j'avoue que j'avoue que j'ai jamais compris ce truc là. Et souvent je les trouve hyper ridicules en plus. Enfin, ça dépend lesquels, mais il y en a qui sont quand même hyper badants, plus par rapport à ce que tu sais qu'ils ont fait. Mais je sais que par exemple il y a des gourous de sectes où je les vois et je suis en mode mais putain ils sont putain de ridicules. Enfin ouais je sais pas. Je ne comprends pas trop comment les gens peuvent être hypnotisés, fascinés ou dire qu'ils ont du charisme. Mais bon, on n'est pas tous foutus pareil, hein. On n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes trucs qui nous tiltent. Donc voilà, en fait, c'est comme notre appréciation de la beauté, etc. C'est tellement subjectif que je suppose que oui, il y a des types de personnalités, des types de physique qui peuvent plaire à certaines personnes et pas à d'autres. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a toujours étonné ce truc-là. Enfin bref. Sur ce les amis, on va pouvoir reprendre pour la dernière partie de lecture de ce soir.
Encore une fois, ça devrait pas être très très loin a priori. Moins que ce que j'aurais cru. Je suis reparti tout de suite. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je relis le dernier petit paragraphe parce que c'est une phrase complète, donc voilà. Et puis j'enchaîne, et puis j'embraye. C'est ouf quand je me sens fatigué, je suis désolé. J'ai le nez bouché, j'ai la gorge un peu voilée, enfin la voix un peu voilée, et la gorge un peu comme ça, dans le mal. J'ai du mal. Bref, on est reparti. Bonne écoute à tous ceux qui me suivent sur Twitch, à tous ceux qui me suivent sur YouTube, et à tout à l'heure pour l'outro. Chapitre 8. Suite et fin. Ces touchants discours du vieillard ennuyèrent extrêmement K, car ils le contraignaient à s'expliquer longuement, ce qu'il eût aimé éviter, et le déconcertaient aussi, comme il devait se l'avouer pour être franc, bien que sa décision n'en fût pas amoindrie. Je vous remercie, dit-il, de votre bonne amitié. Je rends hommage à vos efforts. Vous vous êtes occupé de mon affaire autant qu'il vous était possible, et de la façon qui vous semblait la plus avantageuse pour moi. Mais j'ai acquis ces derniers temps la conviction que ces efforts ne suffisaient pas. Je n'essaierai pas de convertir à mes opinions un homme qui a comme vous tellement plus d'âge et d'expérience que moi. Si je l'ai parfois tenté involontairement, je vous prie de m'en excuser. Mais l'affaire, comme vous le disiez vous-même, est trop importante. J'estime qu'il est nécessaire d'intervenir avec beaucoup plus d'énergie qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Je vous comprends, dit l'avocat. Vous êtes impatient. Je ne suis pas impatient, dit K un peu piqué, et surveillant moins ses paroles. Vous avez dû remarquer qu'à ma première visite, lorsque je suis venu vous voir avec mon oncle, je m'inquiétais bien peu de mon procès. Quand on ne me le rappelait pas de force, pour ainsi dire, je l'oubliais complètement. Mais mon oncle tenait à ce que je vous charge de me représenter, et je lui ai obéi pour lui faire plaisir. J'eusse dû attendre désormais que le procès me pesât moins que jamais, car si l'on se fait représenter, c'est tout de même pour se soulager de ses propres obligations. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Mon procès ne m'a jamais causé autant de soucis que depuis que vous m'assistez. Quand j'étais seul, je ne m'en occupais pas, et j'en sentais à peine le poids. Maintenant, avec un défenseur, tout était prêt pour qu'on se mît à marcher. J'attendais votre intervention de plus en plus impatiemment, mais rien ne s'est jamais produit. Vous m'avez bien donné sur la justice divers renseignements que nul autre n'aurait peut-être pu me fournir, mais cela ne saurait me suffire, quand je sens mon procès rester dans les ténèbres, au moment où il devient de plus en plus menaçant. K avait écarté sa chaise, et se tenait là les deux mains dans les poches en face de son avocat. Au bout d'un certain temps de métier, dit l'avocat tranquillement et à voix basse, on ne voit plus rien se produire de neuf. Que de clients se sont tenus ainsi devant moi à la même phase de leur procès, et m'ont adressé le même langage. Eh bien, dit K, ces clients-là n'avaient pas moins raison que moi. Cela ne réfute pas ce que j'ai dit. Je n'avais pas l'intention de réfuter vos paroles, dit l'avocat, mais je voulais ajouter que je me serais attendu à plus de jugement de votre part, étant donné surtout que je vous ai donné sur la justice et sur mon rôle plus de lumière qu'à mes autres clients. Et maintenant il me faut voir que malgré tout vous manquez de confiance en moi. Vous ne facilitez pas ma tâche. Comme il s'humiliait devant K, il n'avait plus aucun égard pour l'honneur de sa profession qui est cependant si chatouilleux sur le chapitre de la dignité. Et pourquoi faisait-il cela? Il semblait être très occupé comme avocat, il était riche par surcroît, il ne pouvait donc attacher grande importance à un manque à gagner ni à la perte d'un client. De plus, il était maladif et aurait dû chercher de lui-même à se délester d'un peu de travail. Et cependant, il s'accrochait à K. Pourquoi? Était-ce par sympathie personnelle pour l'oncle, ou bien considérait-il réellement le procès de K comme une affaire sensationnelle, dans laquelle il pouvait espérer se distinguer, soit pour K, soit possibilité qu'on ne devait jamais exclure, pour ses amis et la justice? Son attitude n'en disait rien à K, si brutalement qu'il examina maître Huld. On aurait presque pu croire que l'avocat masquait ses sentiments à dessein pour attendre l'effet de ses mots. Mais il interpréta sans doute le silence de K beaucoup trop favorablement, car il poursuivit en ces termes. Vous n'avez certainement pas été sans remarquer que je n'occupe pas de secrétaire malgré l'importance de mon cabinet. Autrefois c'était différent. Il y eut un temps où je faisais travailler quelques jeunes juristes, mais aujourd'hui j'opère seul. Cela tient en partie à la modification de ma clientèle, car je me limite de plus en plus aux affaires du genre de la vôtre, et en partie à l'expérience que j'ai acquise de ces questions. J'ai vu que je ne pouvais confier à personne le soin de s'occuper de ces travaux sans risquer de pécher contre ma clientèle et les devoirs que j'assumais.
Mais pour tout faire par moi-même comme je l'avais résolu, j'ai été obligé de repousser presque toutes les demandes des gens qui venaient me trouver, et n'ai plus pu céder qu'à ceux qui me tenaient particulièrement à cœur. Passons. Sans aller chercher loin, on trouverait pas mal d'individus qui se ruent sur mes moindres miettes. Je suis tout de même tombé malade à force de me surmener. Mais malgré tout, je ne regrette pas ma décision. J'aurais peut-être dû refuser plus de causes que je n'ai fait, mais en tout cas j'ai eu le plaisir de vérifier que j'avais eu parfaitement raison de m'adonner complètement à celle dont je m'étais chargé. Le succès couronne mes efforts. J'ai lu un jour une très belle formule, qui caractérise parfaitement la différence qu'il y a entre l'avocat des causes ordinaires et celui des causes dont je m'occupe maintenant. Le premier conduit son client jusqu'au jugement par un fil, mais l'autre le prend sur ses épaules, dès le début, et le porte, sans le déposer, jusqu'au jugement et même plus loin. C'est bien cela. Mais je me trompais peut-être un peu quand je disais que je ne me repens jamais de cet énorme labeur. Lorsqu'on le méconnaît trop, comme dans votre cas, alors je me prends presque à le regretter. Ces discours éveillèrent chez K plus d'impatience que de conviction. Il devinait au ton de l'avocat ce qu'il attendait s'il cédait. Les encouragements recommenceraient, on lui rappellerait que la requête avançait, que les employés de la justice avaient l'air mieux disposés, mais qu'il y avait aussi de grandes difficultés qui se mettaient à la traverse. Bref, on lui ressortirait pour la 100e fois tout ce qu'il savait déjà jusqu'à l'écœurement, on recommencerait à le bercer d'espoirs trompeurs et à le tourmenter de menaces imprécises. Il fallait y couper court. C'est pourquoi il déclara « Que vous proposez-vous d'entreprendre pour moi si vous continuez à vous occuper de mon affaire ?» L'avocat se résigna à cette question blessante et répondit « Je continuerai les démarches que j'ai déjà entreprises pour vous. » C'est bien ce que je pensais, dit K. Il est inutile d'insister. Je ferai encore une tentative, dit l'avocat, comme si c'était lui qui avait à souffrir les ennuis dont K se plaignait. Il me semble en effet que si vous en êtes venu non seulement à juger faussement de la valeur de mon assistant juridique, mais encore plus généralement à vous conduire comme vous le faites dans cette affaire, c'est qu'on vous a témoigné trop d'égards, tout inculpé que vous êtes, ou plutôt qu'on vous a traité avec négligence, une négligence apparente s'entend. Ce n'était pas sans raison, mais il vaut souvent mieux être enchaîné que libre. Si vous connaissiez la façon dont on procède avec les autres accusés, peut-être en tireriez-vous une leçon. Vous allez voir, je vais appeler Bloch. Ouvrez la porte et prenez place ici, à côté de la table de nuit. Très volontiers, dit K, en faisant ce que l'avocat lui demandait. Il était toujours prêt à s'instruire. Mais pour ne rien laisser au hasard, il demanda encore à maître Hould. Vous savez que je vous retire le soin de me représenter. Oui, dit l'avocat, mais c'est une décision sur laquelle vous pouvez revenir aujourd'hui même. Il se recoucha dans son lit, tira l'édredon jusqu'à ses genoux et se tourna du côté du mur, puis il sonna. Lénie parut au même instant. Elle jeta un coup d'œil rapide pour tâcher de voir ce qui s'était passé. Le fait que K restait assis tranquillement au chevet de maître Hould lui parut assez rassurant. K la regardait fixement, elle lui adressa un sourire. Va chercher Bloch, dit l'avocat. Mais au lieu d'y aller, elle se contenta de crier sur le seuil. Bloch, l'avocat. Puis, profitant probablement de ce que l'avocat restait tourné vers le mur, sans s'inquiéter de ce qui se passait, elle se glissa derrière la chaise de K. De ce moment, elle ne cessa de le déranger en se penchant sur le dossier ou en lui caressant les cheveux et les joues, très tendrement à vrai dire, et avec beaucoup de prudence. À bout de patience, K essaya de l'en empêcher en l'attrapant par une main qu'elle finit par lui abandonner après une certaine résistance. Bloch était arrivé aussitôt appelé, mais il restait sur le seuil et semblait se demander s'il devait entrer. Il levait les sourcils et penchait la tête comme pour épier, attendant sans doute que l'ordre fût répété. K aurait voulu l'encourager à approcher, mais il avait décidé de rompre définitivement non seulement avec l'avocat, mais avec toute cette maison. Aussi resta-t-il immobile. De son côté, Lénie se taisait. Bloch, voyant qu'après tout on ne le chassait pas, entra sur la pointe des pieds, l'air anxieux, les mains crispées derrière le dos. Il avait laissé la porte ouverte pour pouvoir repartir à la première alerte. Il ne vit pas K. Il n'avait d'yeux que pour le haut édredon sous lequel il ne pouvait pourtant même pas apercevoir l'avocat qui s'était étroitement rencogné contre le mur. Mais maître Hould fit entendre sa voix. Bloch est ici demandait-il. Cette question atteignit Bloch, qui avait déjà fait du chemin, en pleine poitrine, puis en plein dos. Il chancela, et s'arrêtant, l'échine courbée, il déclara « Pour vous servir. »« Que veux-tu » demanda l'avocat. « Tu viens à un bien mauvais moment. » « Ne m'a-t-on pas appelé » demanda Bloch, s'interrogeant lui-même plutôt qu'il n'interrogeait l'avocat. Il levait les mains pour se protéger et se tenait prêt à décamper. « On t'a appelé, fit l'avocat. Cela n'empêche pas que tu viens à un mauvais moment. »
et il ajouta au bout d'un silence, « Tu viens toujours à un mauvais moment. » Depuis que l'avocat parlait, Bloch ne regardait plus le lit. Ses yeux se perdaient dans la contemplation d'on ne savait trop quel coin de la chambre. Il ne jetait que de loin en loin un coup d'œil furtif sur le lit, comme si le regard que l'avocat lui lançait parfois de côté avait été trop aveuglant. Il ne lui était d'ailleurs pas moins difficile d'écouter, car maître Hould parlait contre le mur, à voix basse, et très rapidement. « Voulez-vous que je m'en aille » demanda Bloch. « Puisque tu es là, dit l'avocat, tu peux rester. » On eût pu croire que l'avocat, loin de satisfaire son client, l'avait menacé de le battre, car Bloch se mit alors à trembler réellement. « Je suis allé hier, dit l'avocat, voir le troisième juge, mon ami, et j'ai amené petit à petit la conversation sur toi. Veux-tu savoir ce qu'il m'a dit ?»« Oh oui, je vous en prie, dit Bloch. Et comme l'avocat ne se pressait pas de répondre, il répéta sa prière en s'inclinant comme s'il allait se mettre à genoux. Mais K le tensa vertement. « Que fais-tu là » lui cria-t-il. Et comme Lenny avait cherché à l'empêcher de parler, il lui saisit l'autre main. Ce n'était pas un geste d'amitié, aussi se mit-elle à gémir en cherchant à lui échapper. Ce fut Bloch qui fut puni de l'exclamation de K. Maître Hould lui demanda. « Qui est ton avocat ?»« C'est vous. »« Et outre moi ?» demanda l'avocat. « Personne, dit Bloch. N'obéis donc à personne qu'à moi. » Bloch était parfaitement d'accord. Il toisa K d'un regard méchant et secoua vivement la tête en le regardant. Si l'on avait voulu traduire ce geste par des paroles, on n'aurait abouti qu'à de grossières insultes. Et c'était avec cet homme que K avait voulu s'entretenir amicalement de sa propre affaire. « Je ne te dérangerai plus, dit K, renversé sur son siège. Agenouille-toi, rampe à quatre pattes, et fais tout ce que tu voudras. Je ne m'en inquiéterai pas. » Mais Bloch avait le sentiment de l'honneur, avec K tout au moins, car il alla sur lui en agitant les poings, et lui cria aussi fort qu'il osait en présence de l'avocat. « Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi, ce n'est pas permis. Pourquoi m'offensez-vous? Et ici, pour comble, devant monsieur l'avocat qui ne nous tolère, vous et moi, que par pitié. Vous ne m'êtes pas supérieur, vous êtes accusé, vous aussi. Vous avez aussi un procès. Mais si vous restez un monsieur tout de même, moi aussi je suis un monsieur, si ce n'est pas un plus grand que vous. Et je veux qu'on me parle en s'adressant à moi comme tel, et surtout vous. Si vous croyez préférer, parce que vous avez le droit de rester assis ici, et d'écouter tranquillement pendant que je rampe à quatre pattes, pour employer votre expression, je vous rappelle le vieux dicton. Il est meilleur pour un homme suspect de s'agiter que de se reposer, car celui qui se repose risque toujours, sans le savoir, de se trouver sur l'un des plateaux et d'être pesé dans la balance avec le poids de ses péchés. K ne dit rien. Il restait là, tout étonné, devant le trouble du client. Combien de fois ce Bloch n'avait-il pas changé d'attitude, rien que pendant la dernière heure? Était-ce le procès qui le ballottait ainsi de droite et de gauche, sans lui permettre de distinguer qui était ami ou ennemi? Ne voyait-il donc pas que l'avocat l'humiliait intentionnellement, et à seule fin de faire parade de sa puissance devant K, peut-être pour essayer de le subjuguer aussi? Mais si Bloch n'était pas capable de s'en rendre compte, ou s'il craignait maître Hould à tel point que l'intelligence de la situation ne lui servit à rien, comment se faisait-il qu'il restât tout de même assez malin ou assez hardi pour tromper l'avocat en lui taisant tous ceux qu'il avait pris en dehors de lui pour l'assister? Et comment osait-il attaquer K, qui pouvait à chaque instant trahir son dangereux secret? Mais il osait bien pis, car s'étant dirigé vers le lit de maître Hould, il alla jusqu'à se plaindre de K. « Monsieur l'avocat, lui dit-il, avez-vous entendu comment cet homme m'a parlé? On peut compter les heures qu'a duré son procès, et il voudrait déjà me donner des conseils à moi, qui en ai un depuis 5 ans. Il ose même m'insulter. Il ne sait rien et il m'insulte, moi qui ai étudié si scrupuleusement, dans la mesure où me le permettent mes faibles forces, ce qu'exigent les convenances, le devoir et les traditions judiciaires. » « Ne t'inquiète de personne, dit l'avocat, et fais ce qui te paraît juste. »« Certainement, dit Bloch, comme pour s'encourager lui-même, et risquant un rapide coup d'œil sur l'avocat, il s'agenouilla tout près du lit. « Je suis à genoux, mon avocat, s'écria-t-il. Mais l'avocat se tut. Bloch caressa prudemment l'édredon d'une main. Dans le silence qui régnait, Lenny s'arrachant des mains de K déclara « Tu me fais du mal, laisse-moi, je vais trouver Bloch. » Elle se dirigea vers Bloch et s'assit sur le bord du lit. Bloch fut tout heureux de sa venue. Il la pria immédiatement par une pantomime agitée de s'entremettre pour lui auprès de l'avocat. Visiblement, il avait besoin des déclarations de maître Hould, mais c'était peut-être simplement pour les faire exploiter par ses autres défenseurs. Lenny devait savoir comment il fallait prendre l'avocat. Elle montra la main de maître Hould et avança ses lèvres comme pour un baiser.
Bloch aussitôt exécuta un baise-main et le répéta même 2 fois sur l'invitation de Lenny. Mais l'avocat se taisait toujours. Alors Lenny se pencha sur lui. On vit son corps se dessiner magnifiquement dans ce mouvement. Et profondément inclinée sur le visage de maître Hould, elle caressa ses longs cheveux blancs. Ce geste arracha tout de même une réponse au vieillard. Je tremble de le lui dire, déclara-t-il. Et on le vit secouer la tête. Peut-être était-ce pour mieux sentir la pression de la main de Lenny. Bloch écoutait, la tête penchée, comme s'il faisait une chose défendue. Pourquoi trembles-tu donc demanda Lenny. K avait l'impression d'assister à un dialogue préparé d'avance, qui avait dû se répéter et se répéterait encore souvent, et qui ne pouvait garder de nouveauté que pour Bloch. Comment s'est-il conduit aujourd'hui demanda l'avocat au lieu de répondre. Avant de parler, Lenny jeta les yeux sur Bloch. Elle le laissa un moment tendre les bras vers elle et se tordre les mains dans un geste de supplication. Finalement, elle hocha gravement la tête, puis, se tournant vers l'avocat, elle déclara « Il s'est tenu tranquille, il a bien travaillé. » Un vieux négociant était là, un homme qui portait une grande barbe et qui suppliait une jeune fille de lui accorder un bon point. Quelles que fussent ses arrière-pensées, rien ne pouvait le justifier aux yeux de qui assistait à cette scène. K ne comprenait pas comment l'avocat avait pu essayer de le gagner par ce spectacle. S'il n'avait pas réussi à le rebuter jusque-là, cette scène à elle seule aurait suffi. Il en avilissait le spectateur. Tel était donc le résultat de cette méthode de l'avocat, à laquelle K, fort heureusement, ne s'était pas exposé longtemps. Le client finissait par en oublier tout le monde, et par ne plus espérer se traîner jusqu'à la fin de son procès que par ce honteux labyrinthe. Ce n'était plus là un client, c'était le chien de l'avocat. Si celui-ci avait commandé d'entrer sous le lit en rampant, et d'y aboyer comme du fond d'une niche, il l'aurait fait avec plaisir. K écoutait et pesait les mots, tout en restant supérieur à la scène, comme s'il avait été chargé de retenir exactement tout ce qui se disait ici pour en référer en nos lieux. Qu'a-t-il fait tout le jour demanda l'avocat. Pour qu'il ne me dérange pas, répondit Lenny, je l'ai enfermé à clé dans la chambre de bonne où il se tient en général. J'ai pu le voir de temps en temps par la lucarne. Il est resté tout le temps à genoux sur son lit. Il avait posé sur le rebord de la fenêtre les écrits que tu lui as prêtés, et il n'a pas cessé de les lire. Cela m'a fait bonne impression, car la fenêtre ne donne que sur une cour sombre où il n'y a presque pas de lumière. Comme il lisait quand même, j'ai trouvé que c'était une grande marque de docilité. Je suis heureux de cette bonne nouvelle, dit l'avocat. Mais a-t-il lu intelligemment? Pendant tout ce dialogue, Bloch ne cessait de remuer les lèvres. Sans doute formulait-il les réponses qu'il espérait de Lenny. Je ne peux pas, déclara Lenny, vous répondre avec certitude. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il lisait sérieusement. Il a lu toujours la même page en suivant les lignes du doigt. Toutes les fois que j'ai regardé, il soufflait, comme si cette lecture lui causait de grandes difficultés. Les écrits que tu lui as prêtés doivent être très difficiles à comprendre. Oui, dit l'avocat, ils le sont. Je ne crois pas non plus qu'il y comprenne grand-chose. Ils ne sont destinés qu'à lui donner une idée de la difficulté du combat auquel je me livre pour sa défense. Et pour qui me suis-je plongé dans ce difficile combat? C'est presque ridicule à dire, pour un Bloch. Il faut qu'il apprenne à comprendre ce que cela signifie. A-t-il étudié sans arrêt? Presque sans arrêt, répondit Lenny. Une seule fois il m'a demandé de l'eau pour boire. Je lui ai passé un verre par la lucarne, puis à 8 heures je l'ai laissé sortir et je lui ai fait manger un morceau. Bloch effleura K du regard comme si l'on venait de raconter de lui quelque chose d'extrêmement glorieux et qui dut vivement impressionner les auditeurs. Il avait l'air rempli d'espoir, il reprenait un peu d'aisance, il se remuait de temps en temps sur ses genoux. Il n'en fut que plus saisissant de voir comment il se figea au prochain mot de l'avocat. Tu le loues, dit en effet maître Hould, mais c'est précisément ce qui me rend si difficile de parler, car le juge ne s'est prononcé favorablement ni sur Bloch ni sur son procès. Il ne s'est pas prononcé favorablement, dit Lenny. Comment cela est-il possible? Bloch la regarda avec une telle fixité qu'on eût cru qu'il lui supposait le pouvoir de retourner encore à son avantage les paroles que le juge venait pourtant de laisser tomber depuis longtemps. Non, dit l'avocat, il ne s'est pas prononcé favorablement. Il a même eu l'air d'être désagréablement surpris quand je me suis mis à parler de Bloch. Ne me parlez pas de Bloch, m'a-t-il dit. C'est mon client, lui ai-je répondu. Vous le laissez abuser de vous, m'a-t-il redit. Je ne le crois pas, ai-je répondu. Bloch travaille avec beaucoup de zèle à son procès. Il ne cesse pas de s'occuper de son affaire. Il habite presque chez moi pour se tenir mieux au courant. C'est un zèle qu'on ne trouve pas toujours. Évidemment, personnellement, il est plutôt désagréable, il a de fort vilaines manières, et il est sale par-dessus le marché, mais du point de vue processif, il est vraiment impeccable.
En disant impeccable, j'exagérais avec intention. Mais il m'a répondu: Bloch est simplement malin. Il a amassé beaucoup d'expérience et il sait faire traîner son procès en longueur. Mais son ignorance est encore bien plus grande que sa malice. Que dirait-il s'il apprenait que son procès n'a pas encore commencé, que le coup de sonnette du début n'a même pas été donné? Silence, Bloch, ajouta-t-il, car Bloch se mettait à se lever sur des genoux vacillants pour demander sans doute une explication. C'était la première fois que l'avocat s'adressait directement à lui d'une façon un peu détaillée. Maître Hould regardait d'une prunelle fatiguée, moitié dans le vide, moitié vers Bloch, qui se laissa retomber lentement sur les genoux sous l'impression de ce regard. Ces déclarations du juge, continua maître Hould, n'ont aucune importance pour toi. Ne t'effraie donc pas au moindre mot. Si cela se répète, je ne t'en dirai plus rien. On ne peut pas lâcher une phrase sans que tu nous regardes comme si on prononçait ta condamnation. Rougis d'avoir une telle conduite devant mon client. Tu ébranles la confiance qu'il a placée en moi. Que veux-tu donc? Ne vis-tu pas encore? Ne restes-tu pas sous ma protection? Stupide peur. Tu as lu je ne sais où que la condamnation tombait dans bien des cas à un moment complètement imprévu et de n'importe quelle bouche. À beaucoup de réserves près, ce n'est pas faux, évidemment, mais il est tout aussi exact que ton inquiétude me répugne, et que j'y vois un regrettable manque de confiance. Qu'ai-je donc dit? J'ai répété les paroles d'un magistrat. Tu sais bien que les opinions les plus diverses s'accumulent autour des litiges. Ce juge, par exemple, fait commencer le procès à un autre moment que moi. Divergence de point de vue, c'est tout. À un certain moment du procès, une vieille tradition veut qu'on donne un coup de sonnette. Aux yeux de ce juge, c'est alors que commencent seulement les choses. Je ne peux pas te dire présentement tout ce qui réfute cette opinion. D'ailleurs, tu ne le comprendrais pas. Il te suffise de savoir que bien des arguments l'infirment. Embarrassé, Bloch se mit à gratter la peau de la descente de lit. Sa crainte des déclarations du juge lui faisait oublier par moments l'esclavage où il était par rapport à l'avocat. Il ne pensait plus alors qu'à soi, et retournait les paroles du juge dans tous les sens. Bloch, dit Lenny sur un ton de remontrance, en le tirant légèrement en l'air par le col de son veston. Laisse maintenant cette peau de bête, et écoute l'avocat. Et c'est la fin du chapitre 8, les amis. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro. Eh bien, j'ai vraiment l'impression d'être un peu ailleurs, pour être franc. Je pense que je vais mettre encore quelques temps, quelques jours, quelques semaines à me remettre dans un mood enjoué et ouais, et être vraiment, entre guillemets, à l'aise comme je pouvais l'être auparavant au maximum en live. Mais bon, on va pas s'arrêter, c'est aussi en s'y remettant que ça va revenir petit à petit. Et puis ça devrait aller de mieux en mieux, j'espère. Mais ouais, ça devrait aller de mieux en mieux. Et puis je vais quand même donner, encore une fois, mon meilleur pour faire les meilleures lectures possibles et les meilleurs lives possibles, euh, peu importe les conditions. J'aime beaucoup ce chapitre, surtout sur sa dernière partie. Sa dernière partie est hyper intéressante. Il y a beaucoup de messages pour le coup de l'auteur, je trouve, là-dedans, sur l'administration, sur le juridique et le judiciaire peut-être. En tout cas sur ces systèmes qui écrasent l'individu et où les gens ne sont plus définis que par des fonctions, que par des strates de hiérarchie. Et là, je trouve que d'un seul coup, on tombe dans un tableau beaucoup plus cauchemardesque, beaucoup plus absurde, cauchemardesque à la Kafka. Là, ouais, je trouve que ouais, voilà, en fait, on est vraiment dans un moment kafkaïen, je trouve, avec Bloch qui se retrouve à quatre pattes, ouais, qui se retrouve à attendre les ordres de son maître, entre guillemets. C'est assez frappant comme image, je trouve. Ça marche super bien. Et, euh, et ouais, il y a tellement de messages là-dessus, sur le fait que, en fait, quand on n'est pas professionnel de ces choses-là, quand on n'est pas professionnel de la justice, ben, en fait, on se retrouve un petit peu soumis à ceux qui le sont, et que du coup, ben, soit tu décides de leur faire pleine confiance comme bloc, auquel cas, tu peux même
en arriver à paraître ridicule, mais voilà, tu leur donnerais le bon Dieu sans confession, comme on dit. Euh, ou bien tu es plutôt comme K à vouloir remettre en cause les choses et à se dire mais c'est complètement absurde, moi je vais faire les choses autrement. Est-ce que c'est une manière de s'en sortir? À voir. Mais ouais, hyper intéressant le discours qu'il y a là-dessus, je trouve. Et puis aussi, je dirais, moi je préfère un peu ça. Alors après, est-ce que c'est moi ma vision et mes pensées personnelles qui m'influent à penser ça? Je pense que forcément, de toute manière, c'est impossible d'être objectif. Donc voilà, il y aura toujours un petit peu de subjectivité dans mes avis et mes opinions, forcément. Chacun ses interprétations du texte. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc en mode aussi, vous voyez, euh, vous voyez même un mec comme l'avocat, comme le maître Hould, qui semble ne pas du tout régler l'affaire, qui semble n'être d'aucune utilité, qui semble presque ne pas en savoir plus que Bloch entre guillemets. Et bien pourtant il peut avoir complètement une maîtrise, une dominance sur son client, juste parce qu'il a le rôle de maître entre guillemets quoi. Euh, Ça, je trouve que ça pourrait très bien s'appliquer à l'administratif, au judiciaire, etc. C'est une phrase que je me suis souvent dite, notamment dans la dernière année, là, que dans les administrations et tutti quanti, j'avais vraiment l'impression que, grosso modo, ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui te conseillent. Et c'est un peu ouf. Mais bon, bref. Le procès est présenté ici comme une activité normale, chacun a son procès comme une activité nécessaire. Ouais, on peut le voir comme ça aussi, ouais. En tout cas, c'est sûr que ça a l'air très fréquent pour le coup, ouais. Après, nécessaire, je sais pas, mais ouais, peut-être on peut le voir comme ça, j'avoue. En tout cas, voilà, sur ce que j'étais en train de... Pouah, je suis fatigué. Je suis fatigué, c'est un truc de ouf. Sur ce que j'étais en train de dire, j'avais encore autre chose, mais je me rappelle plus. Pouah, je suis éclaté, c'est un truc de ouf. Bon, bah écoutez, désolé, je vais pas pouvoir faire plus long, je crois. Je préfère m'arrêter tant que je peux encore à moitié aligner trois mots. Bon, aligner la moitié de trois mots, ça fait qu'un mot et demi, c'est dur, mais. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, les amis. Une bonne soirée, une bonne nuit, parce que vraiment, je suis KO. J'ai un coup de barre là, c'est ouf. Mais ouais, j'ai bien kiffé ce chapitre en tout cas. Il est très intéressant, il y aurait beaucoup plus à commenter que ce que j'ai commenté. Mais là, j'en ai pas la force et j'en ai pas le moral et j'en ai pas la vivacité intellectuelle ce soir. Mais bon, voilà. C'est déjà bien d'avoir repris, surtout avec du Kafka. Oui, je suis content d'avoir repris. Je pense qu'il faut reprendre. Je pense il faut continuer, il faut continuer. Il faut pas que je me laisse à ne plus faire de live pendant 45 ans. Et puis hop, salut, je reviens. Mais ouais. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un like ou un dislike selon votre appréciation de ce contenu sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Et tutti quanti, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Discord. C'est là que je vous tiens au courant de tous les lives, de toutes les rediffusions, de toutes les activités de la chaîne Twitch, de la chaîne YouTube et autres. Et puis, comme je le disais, normalement, si tout va bien, mais tout devrait bien aller, on devrait se revoir dimanche à 15 heures pour un épisode de découverte de l'univers League of Legends, le centième et dernier avant un bon petit moment. Euh, et sinon, dimanche soir, la veillée sur Discord. Et demain, peut-être une petite session gaming sur Sea of Thieves dans l'après-midi. Mais ce serait vraiment une session ultra rapide de 30 minutes, 1 heure, juste pour parler un petit peu bah, de ce qui s'est passé dans la saison 1 de Sea of Thieves. Et puis voir ce qu'on pouvait y gagner. Voili voilou. Bref, merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Merci pour votre soutien. Encore une fois, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur, encore une fois. Euh, Je vois que j'ai eu un follow avec un pseudo très moyen tout à l'heure, mais il s'est pas affiché au live apparemment, donc tant mieux quelque part. Mais bon, bref. Cette fois-ci, je vous souhaite pour de bon une bonne soirée, une bonne nuit,
Et je vous dis à mardi pour la suite de la lecture, certainement le dernier live ou l'avant-dernier. En tout cas, on terminera le roman, bien que ce soit un roman inachevé, donc ça n'a pas beaucoup de sens ce que je dis. Mais bon, on termine le roman tel qu'il était prévu à la base, enfin tel qu'il a été à peu près terminé. Voilà, bref, je me perds, c'est terrible. Bonne soirée, bonne nuit à tous, à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!